pour votre information, j'enregistre nos échanges tout simplement pour garder une trace, pour moi d'abord. J'ai aussi le projet de créer une plateforme où je mettrai donc ces visioconférences. Et puis c'est aussi pour les personnes, on a maintenant un petit noyau d'habitués qui ne peuvent pas toujours être là. Donc voilà, sachez que si vous adorez le club de lecture mais que vous ne pouvez pas assister à une réunion, il y a toujours le replay qui est à disposition et donc que je peux vous envoyer si jamais vous avez lu le livre mais que vous n'avez pas pu assister à la réunion et que vous souhaitez quand même revoir les échanges qui ont eu lieu. Voilà. Bonsoir Catherine, le retour de Catherine aussi. Est-ce que Catherine nous entend? Bon, je pense qu'elle va arriver d'une minute à l'autre. Alors, comme je vous disais, on va commencer tranquillement. Donc, je réexplique le principe pour les personnes nouvelles. Tout simplement, à tour de rôle, je vous invite à intervenir, à partager avec le groupe voilà, ce que vous avez pensé de la lecture du mois, donc Le Grand Sommeil de Raymond Chandler pour ce mois-ci. Voilà, et puis ensuite, moi j'interviens à la fin. Je rebondis sur vos partages et aussi j'apporte toujours un regard, celui de l'écrivain. C'est-à-dire, bon, il y a le regard du lecteur qui est le vôtre et celui de l'écrivain, c'est-à-dire quand on est écrivain ou quand on souhaite écrire, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'écriture de Raymond Chandler, qu'est-ce qui est très réussi et qu'est-ce qui est peut-être un peu moins réussi. Voilà, et donc ensuite, s'il nous reste du temps, eh bien, vous pouvez évidemment intervenir à nouveau. Ok, ça va, c'est clair? Bon. Est-ce que tout le monde a eu le temps de terminer le livre? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui ne l'ont pas terminé? Personnellement, Pascal, je ne l'ai pas terminé entièrement. D'accord. Il restait à peu près combien de pourcentage par rapport à... Peut-être 30%, peut-être. D'accord. Ok, ok. Oui, Naïma? Moi, je suis à 50% à peu près. D'accord. 145 exactement. Très bien. Et d'autres personnes qui ne l'ont pas terminé? Non? Ok. Bon, pour les personnes qui ne l'ont pas terminé, il est possible hein, qu'on vous spoile la fin. On essaiera de ne pas le faire, mais voilà, si jamais... Bonjour! Ah, bonjour Claire-Élise, super! Hello, hello. Voilà, donc on vient juste de commencer. Comme on a des nouvelles participantes, j'ai juste réexpliqué le principe. Et Véronique n'arrive pas à activer son micro. D'accord. Eh bien, peut-être peux-tu réessayer et puis on te donnera la parole quand, plutôt vers la fin du coup, ou au moment où tu auras réussi à réactiver ton micro. Tu peux peut-être, Véronique, essayer de te déconnecter, de te reconnecter. Parfois, ça marche. Voilà. Bon, très bien. Bah, écoutez, on va commencer. C'est la troisième fois que je le dis, mais là, on commence vraiment. Qui est-ce qui a envie de se lancer en premier? Christine, Oui, Naïma. Ok, on écoute juste Naïma. une question. Non, Ah oui, une question? C'est ma première fois, je suis très Ouais. prudente là. Ce que je voulais dire pour les livres, aujourd'hui on aura le livre pour la prochaine fois, parce que moi il faut Oui, que je calcule toujours pour la date de livraison pour l'Allemagne, ça me prend une semaine à peu près. d'accord. Oui. D'accord? Oui, ce que je fais habituellement, c'est que j'annonce en fin de réunion le livre pour la prochaine réunion. Ça me va. Voilà. Et c'est vrai que quand tu as formulé ta demande, Naïma, j'ai réfléchi et je me suis dit que il y a des avantages et des inconvénients à vous donner trop à l'avance la programmation. Voilà, et donc je réfléchis encore. Moi-même, là c'est notre première année en fait de club de lecture. Et c'est vrai que je n'ai pas le temps d'anticiper trop à l'avance les futures lectures. Donc voilà, j'ai juste un mois de battement. Mais peut-être pour l'année prochaine, voilà, je réfléchis à peut-être statuer sur une programmation sur toute l'année. Et on verra. On verra si pour vous c'est mieux ou pas. Ben, En on fait, non, il discutera. n'y a pas besoin de stresser pour ça, parce que
Maintenant, c'était effectivement très court parce que je me suis Oui, inscrite assez tard. oui, c'est ça. Sinon, en 3 semaines, normalement, j'ai fini le livre. Hein. Là, il n'y a pas, Oui, oui, oui. il y a pas de problème. Très bien. Alors, qui veut se lancer en premier? Peut-être quelqu'un qui a eu le temps de terminer le livre. Allez, Solène, je désigne. Hein. Vous m'entendez du coup? Oui, c'est bon, on t'entend très bien, Solène. Alors moi, ce que j'ai ressenti, c'est l'ambiance, vraiment l'ambiance vieux film noir. Ouais, je sentais le film en noir et blanc, quoi. Vraiment, je ressentais hyper bien l'ambiance, les descriptions à chaque fois du doigt, de la main, du menton. Enfin voilà, des petites descriptions comme ça, bien placées, qui me mettaient vraiment dans une ambiance. Alors par contre, l'histoire, j'ai trouvé que c'était très touffu en termes de personnages. Alors moi, je sais que je ne serais pas allée vers ce genre de livre toute seule, donc je suis très contente parce que du coup, ça me pousse à aller vers des livres que je n'aurais pas lus de moi-même, ça c'est sûr. Et très touffu en termes de personnages. À un moment, je ne savais plus qui avait tué qui. Ils se tuent tous les uns les autres. Enfin bon, à un moment, j'étais... mais bon, je suis arrivée au bout. Pour le coup, je vais essayer de ne pas spoiler, mais j'ai adoré la dernière phrase. Parce que pour moi, c'était... très poétique, voilà. J'ai trouvé que c'était très poétique et que ça éclairait, je dirais, presque tout le bouquin. Voilà, pour moi. Ah, Oui, pardon, j'avais désactivé le micro. Dans l'ensemble, une lecture qui t'a plu, pas oui, de... Oui, d'accord. voilà, je l'ai lu avec plaisir, en sachant que par moment, je devais me dire, mais qui est qui a tué qui, voilà. Mais après, je l'ai lu sans difficulté. Ok. Merci, Solène. Oui. On va écouter Nolwenn. Du coup, je fais dans l'ordre de mon écran. Hein. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok. Donc, ça risque d'être un petit peu décousu. En gros, j'ai beaucoup aimé ce livre, donc je te remercie vraiment de nous l'avoir fait découvrir. J'ai vu qu'il avait été traduit par Boris Vian et je trouve qu'on se rend compte, si on a lu d'autres livres de Boris Vian, on retrouve vraiment sa langue qui est très présente. Donc je ne sais pas quel est le style de Raymond Chandler en VO, mais bon, en tout cas on sent le style du traducteur quand même. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour, que les personnages étaient bien campés et surtout Marlowe, le détective, qui a une vraie voix, une vraie personnalité. Donc on aime ou on n'aime pas les aspects de sa personnalité, mais en tout cas c'est un personnage intéressant, je trouve. Ensuite, sur la construction de l'intrigue, comme Solène, j'ai trouvé que c'était un peu complexe par moment parce qu'effectivement, on se demandait mais qui a tué qui, donc il fallait se remémorer et prendre des notes pendant la lecture. Autrement, je trouve que les chapitres sont bien découpés parce qu'on a vraiment un lieu avec une ou deux actions à chaque fois. Donc, on voit qu'il a vraiment préparé la construction. Et on a une description très précise des lieux, comme le disait Solène. Voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, j'ai trouvé certaines phrases très, très belles aussi, et je rejoins Solène sur la fin du bouquin. La conclusion est vraiment belle et elle nous explique la signification du titre, donc c'est très intéressant. Merci, Voilà. Nolwenn. Merci. J'ai pris plein de notes. Et donc, pour les personnes qui ne l'ont pas terminé, vos deux camarades, là, vous incitent vraiment à aller jusqu'au bout hein, pour justement découvrir cette fin. Super. Alors, ensuite, on va écouter Claire-Élise. Le micro, Claire-Élise. Voilà, pardon. Ah, super. Oui, donc je l'ai lu. Un petit peu en croix par petits moments parce que j'étais aussi un peu perdue en fait. Et je me suis demandé
si en fait Chandler faisait pas exprès de nous semer comme il sème en fait plein de gens dans l'histoire en fait, où il y a toutes ces filatures, il y a j'ai beaucoup aimé. Je vais le relire en fait. Et j'ai aussi beaucoup aimé la fin. Et j'ai aussi beaucoup aimé toutes ces femmes fatales. Et comme tu disais, Solène, on imagine bien le film en noir et blanc, mais en même temps, elles ont ces robes de velours vert et ça fume beaucoup. Et ouais, j'ai adoré en fait. J'ai adoré. Mais c'est vrai qu'on dit, en fait, personnellement, j'ai pas vraiment compris qui a vraiment tué qui. Enfin, qui. Mais je suis pas sûre que ce soit important en fait. Voilà. Ok, merci Claire-Élise. Ouais, tu soulèves un point, je pense, sur lequel on va discuter pas mal. Très bien. Bon, bah, je suis contente que ça vous ait plu hein, jusque-là. Vous avez le droit, hein, n'hésitez pas à dire que ça ne vous a pas plu. Ça Non, peut mais arriver. comparé à celui du mois passé, dont on a parlé déjà, mais c'est vrai que c'était très léger quand même comme histoire. Ça fait du bien de lire un truc léger en fait, parce qu'on a quand même des vies assez. Enfin, je pense qu'on a tous des vies assez lourdes par moment. Donc c'est vrai que la littérature lourde est très très belle, mais là, de lire un truc, c'était juste rigolo en fait. Ouais. Oui, ouais, ouais. Ok, oui, la précédente lecture, c'était La condition humaine d'André Malraux, donc c'est sûr que on n'est pas du tout dans le même registre. Très bien, je note. Ok, on va écouter Pascal, du coup, qui l'a lu aux 2 tiers. Oui, alors moi, tout à fait au début, je l'ai trouvé. Par contre, il faut que je me mette. Vous me voyez sinon? Oui, oui, Ah oui. bon, très bien. Par contre, je l'ai trouvé très, très. Enfin, au début, j'ai trouvé qu'il construisait vraiment de très, très belles phrases. Après, j'ai trouvé que c'était bon, une ambiance quand même glauque, on va dire. Et à un moment donné, c'était un petit peu tortueux, j'ai trouvé. C'était un peu alambiqué, c'était un peu compliqué. Voilà, j'ai été un petit peu. Donc, je pense que j'ai été un petit peu un peu handicapée par un peu cette lourdeur, quoi, en fait, hein, parce que je ne voyais pas trop l'histoire vers où il voulait en venir, en fait. Voilà. D'accord. Donc, voilà, j'ai pas trop. Et est-ce que, du coup, je me permets peut-être de tutoyer tout le monde, Bien parce que sûr, pas de c'est... Voilà. problème. Il n'y a aucun Merci. problème. Du coup, est-ce que tu as arrêté ta lecture aux 2 tiers pour cette raison ou c'est que tu n'as pas eu le temps de Non, terminer? réellement, c'était un petit peu lourd. Oui, D'accord. je suis pas arrivée à continuer. Je voulais, mais c'était comme parfois lorsqu'on lit un livre et puis que ça plaît pas, on a du mal à avancer, quoi, hein. Voilà. Oui, C'est un d'accord. peu dommage, ou peut-être qu'il faudrait que je le relise éventuellement. Oui, que je prenne un peu plus de distance, peut-être, pour le lire. Il y a Non, peut-être mais c'est... une technique hein, aussi, peut-être, hein, la façon dont on peut aborder un livre. Parce que parfois, il y a des livres qui ne sont pas forcément, enfin, qu'on pense par rapport à sa personnalité, par rapport à sa façon de penser. On peut très bien ne pas aimer un livre, mais après, il suffit de savoir peut-être le lire ou le décomposer, ou peut-être des méthodes particulières aussi. Mais en tout cas, c'est intéressant d'avoir justement un autre ressenti et on va en reparler. On va en reparler justement. Très bien. Alors Naïma, Naïma qui a quand même eu le temps de le lire à moitié, parce que je crois que le livre est arrivé il y a à peine quelques jours. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de la première moitié du Grand Sommeil, Naïma? Alors, je trouve, enfin, moi, je suis pas une fan de polar, je le dis tout de suite, mais j'ai j'ai- j'ai- j'ai beaucoup aimé le suspense, en fait. On sait jamais sur quel pied danser vraiment. Donc, on lit une partie, puis en fait, il a le génie de nous surprendre quand même par la suite. Et puis ces personnages qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et puis, euh, par exemple, euh, au début, la jeune Carmen que lui il décrit au début, pour moi, c'était vraiment quelqu'un avec un rôle secondaire au départ. Hein, donc, il n'avait pas trop euh, lancé, enfin, focusé la lumière sur elle, je trouve.
Et puis après, elle prenait de l'importance au niveau de l'histoire au fur et à mesure, donc jusqu'à ce que j'ai lu, hein, donc je ne peux pas dire pour la suite. Et deuxième chose, j'ai aimé, j'ai quand même noté quelques phrases qui étaient belles, je trouve, par exemple, page 58, la couleur ardoise foncée de ses pupilles avait mangé ses iris. C'était les yeux de la folie. Il y avait les morts sont plus lourds que les cœurs brisés. C'était quoi? L'ombre se refermait, c'était page 54. L'ombre se refermait sur elle pour l'engloutir. Puis moi, à un certain moment, ce n'était pas un cri de terreur. Il avait la résonance d'une émotion presque agréable. Un accent de soulographie. J'ai beaucoup aimé le mot de la soul, hein, donc qu'il met là-dedans, soulographie. Une teinte de crétinisme pur. Alors le crétinisme, je ne l'attendais pas du tout là. Et il termine en disant c'était un bruit dégueulasse. Alors le dégueulasse, je trouve que ça contrastait avec les autres mots auparavant. Donc, au niveau, même si je ne suis pas fan des polars, mais j'ai trouvé quand même au niveau style de belles choses. Et au niveau du suspense, mais c'est vrai, le suspense, c'est ce qui fait vivre justement un polar. Donc là, c'était réussi au niveau, parce que là, jusqu'à la moitié, j'ai lu, et puis je ne sais pas comment ça va se terminer. Hein. Très bien. Merci Naïma. Bah, écoute, une lecture attentive. C'est bien d'avoir noté des passages. Ça, je vous invite à le faire lorsque vous lisez, essayer voilà, d'être attentif aux passages qui vous marquent et peut-être de les noter. Déjà pour les partager lors de notre réunion, mais aussi pour les personnes qui aspirent à écrire. C'est important de se constituer une bible d'extraits de livres qui vous ont plu, qui vous ont marqué, qui peuvent devenir vos modèles. Hein. Il ne s'agit pas de plagier, mais de dire, voilà, j'ai toute une liste de modèles, de phrases bien écrites, de passages que j'ai trouvé vraiment réussis. Et ça alimente aussi hein, votre pratique. Voilà. Donc Naïma, je ne sais pas si tu l'as fait parce que justement tu as suivi cette formation devenir un écrivain discipliné et ça fait partie d'une des recommandations que je donne, hein, cette lecture active. Voilà, en plus du plaisir de simplement être passif, d'être lecteur, vous pouvez aussi voilà, surligner puis vous faire un petit carnet, un petit répertoire avec ces passages-là. Très bien. Depuis la formation. Ouais. Avant, je super. Bon, bah, écoute, je suis ravie que voilà, il y a des bonnes pratiques qui sont ancrées. Donc ça, c'est super. Très bien. Je vais revenir sur tout ça, hein, mais on va écouter Jean-Baptiste à présent. Bonsoir. Donc, bonsoir Jean-Baptiste. J'ai pas trop eu de mal à rentrer dans le bouquin. Donc je dis ça parce que je l'ai commencé après ma sœur qui n'a pas pu être présente ce soir et qui, elle, me disait qu'elle n'arrivait pas à rentrer dedans. Donc ça m'a rendu curieux de voir justement ce qu'il y avait qui faisait qu'elle n'y arrivait pas. Et je sais qu'elle aime beaucoup les choses où on a accès à l'intérieur des personnages, à leur monde émotionnel. Et là, comme l'ambiance le veut un petit peu, j'ai l'impression, Marlowe est beaucoup à distance de ce qui se passe, une distance émotionnelle. On n'a pas vraiment accès à ses émotions la plupart du temps. Et en tout cas, c'est l'impression que ça me donnait. C'était des descriptions très visuelles, très factuelles de ce qui se passait. C'était très analytique, très habitué avec son œil de détective à noter les moindres petits détails qui pourraient être utiles plus tard ou qui pourraient lui apporter des informations. C'était vraiment ça que ça me donnait comme impression. Donc pour ça, j'ai trouvé que le personnage était bien campé. Et justement, par contraste, il y a un moment
où j'ai vraiment eu l'impression qu'on avait accès à son monde intérieur et qu'il était touché. Je ne révélerai pas à quel moment c'est, mais c'était aussi un moment où toute la scène s'est passée, il voyait rien, il était dans un placard, et là justement j'ai senti énormément de tension et de suspense parce qu'il avait plus accès à ce monde visuel avec Canino et Harry, je crois qu'il s'appelait l'autre personnage. Et donc on entendait, c'était par le son qu'on entendait ce qui se passait et qu'on devinait ce qui pouvait se passer et ce qui allait arriver en fait inévitablement. Et donc c'est après, voilà, j'en dis pas plus parce que sinon je dis ce qui se passe, mais celui-là, ça m'a vraiment fait par le contraste de tout le reste du bouquin où il est très à distance parce qu'il met les femmes à distance, il se laisse pas non plus embobiner par les sourires, par les, le fait que Carmen se mette nue dans son lit, etc. Donc on sent qu'il y a quand même une grande maîtrise, une grande volonté de ne pas se faire toucher ou attraper, mais on sent qu'il y a certaines choses qui le touchent quand même et qui lui semblent inutiles, en fait, j'ai l'impression. Et justement, par rapport à son monde intérieur, j'ai l'impression que c'est plutôt par ses actions ou par ses positionnements par rapport aux autres personnages qu'on y a accès plutôt que par ses réflexions à lui. Je ne sais pas ce que tu en penses ou ce que les autres en penseront, mais en tout cas, comme Solène et les autres, j'ai trouvé effectivement que c'était beaucoup plus autour de l'ambiance que ça tournait et du développement des personnages ou de la relation entre les personnages et que plutôt développer une intrigue qui soit comme aujourd'hui très cadrée ou très logique avec toutes les réponses qui sont apportées, etc. J'ai lu que justement, quand ils ont fait le film à propos de ce bouquin, les scénaristes ou les réalisateurs ont appelé Raymond Chandler pour savoir qui avait tué le chauffeur. Et Raymond Chandler a dit « je ne sais pas ». Donc, il y a des trucs auxquels il n'avait pas forcément réfléchi. Et il disait qu'il était beaucoup plus intéressé par développer cette atmosphère et ces personnages, ces caractères, que d'avoir des intrigues extrêmement bien ficelées. Voilà, je pense que c'est ce que je dirais ce soir. J'ai relevé aussi quelques passages, mais peut-être que je les dirai à la fin si on a le temps, quand les autres auront pu discuter aussi. Ok, merci Jean-Baptiste. Oui, c'est dommage que ta sœur n'ait pas pu se joindre à nous. J'espère une prochaine fois. En tout cas, j'ai noté aussi 2-3 points sur lesquels je veux rebondir. Alors, est-ce que Véronique et Catherine ont résolu leur problème de micro? Est-ce que Véronique, par exemple, est en mesure de s'exprimer à haute voix? Ou Catherine? Bon, j'ai l'impression que non. Je lis les messages. D'accord. Si vous voulez mettre un petit mot dans la conversation, si vous avez le temps, voilà, c'est comme vous voulez. Ok, pas de souci. Bon, du coup, ah, non, j'ai cru entendre un micro. Bon, c'était peut-être quelqu'un d'autre. Du coup, je vais rebondir sur tout ce que vous avez dit. C'est très intéressant. Alors, je vais commencer par comment moi j'ai vécu cette lecture-là. En fait, il y a très longtemps, j'avais voulu lire Le Grand Sommeil de Chandler et je n'y étais pas arrivée. Il y a très longtemps, donc il y a au moins 20 ans. Je ne sais pas pourquoi, à l'époque, je n'étais pas rentrée dans cette lecture-là, mais voilà, je n'avais pas réussi. Et là, comme toi, Jean-Baptiste et d'autres, le début du livre,
J'ai plongé dedans et c'était mais jubilatoire. J'ai adoré le début de ce livre parce que l'écriture est phénoménale. Donc j'ai noté plein de choses que je vais partager avec vous. Mais en termes d'écriture, c'est typiquement moi ce que je voudrais savoir faire bientôt. Donc je tends vers ça. Et puis, comme vous, comme beaucoup d'entre vous, oh là là, j'ai trouvé l'intrigue hyper compliquée. Je me disais, mais lui, c'est qui déjà? Et par rapport à elle, qui est-ce? Qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est son implication? Voilà. Donc, au moment où vraiment on entre dans l'intrigue, et d'ailleurs, on met du temps à rentrer dans l'intrigue, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en fait, l'intrigue policière commence assez tardivement. Si bien que j'ai eu la sensation qu'en fait, Chandler, il faudrait vérifier avec d'autres lectures de lui, mais j'ai eu cette sensation que ce n'était pas un vrai auteur de polar. Pour moi, son écriture, elle est ailleurs. Voilà. Donc, quand l'intrigue commence, au début, ça va, et puis très vite, on se dit, ouais, on comprend rien. Et puis, c'est la phrase qu'a prononcée Claire-Élise. À un moment, on se dit, mais au fond, est-ce important? Est-ce important? On sent bien que c'est pas ce qui l'intéressait réellement Chandler. Voilà, cette construction d'intrigue très bien ficelée, etc., de dissimuler qui est le coupable. On a cette forte sensation que lui-même ne le savait pas ou ne l'a pas en tout cas anticipé et construit. Voilà, et donc si bien qu'on est perdu effectivement pour ce qui est de l'intrigue policière. On ne sait pas qui a tué qui. Et moi, hier soir, j'ai regardé le film, donc celui avec Humphrey Bogart de 1946, parce que je voulais voir ce que ça donnait, mis à l'écran. Alors, c'est vrai que l'ambiance, moi, je ne suis pas trop vieux film, film noir et blanc, tout ça, c'est pas trop mon truc, mais bon, je dois dire qu'il y a quelque chose de très visuel. L'époque aussi veut ça. Mais alors, c'est pareil, on ne comprend rien à l'histoire. Et c'est peut-être même encore pire dans le film parce qu'il y a la censure est passée par là. Et donc, il y a plein de fils de l'intrigue qui ont été coupés. Et du coup, voilà. Et ce que partageait Jean-Baptiste, je l'ai lu aussi. Et je l'ai même noté parce que je trouve ça phénoménal. Donc, le réalisateur du film, Howard Hawks, qui a beaucoup de mal à comprendre l'intrigue, demande au scénariste, en sachant que le scénariste, ce n'est pas n'importe qui, c'est quand même William Faulkner, donc l'un des plus grands écrivains américains de tous les temps. C'est lui qui a été missionné pour retranscrire Le Grand Sommeil en scénario pour le cinéma. Donc il appelle d'abord Faulkner et il lui dit, mais est-ce que tu as compris si tel personnage, en fait, il est assassiné ou il se suicide? Et Faulkner lui dit, bah non, je suis pas sûre non plus, donc attends, je vais téléphoner à Chandler et on va lui poser la question. Et Chandler lui dit, bah je ne sais pas. Donc c'est quand même excellent d'avoir un livre qui est devenu un classique et un film qui est un chef-d'œuvre du cinéma où en fait personne ne sait réellement ce qui se passe dans l'histoire. Voilà, donc ça c'était pour l'anecdote. Donc rassurez-vous, si vous n'avez pas tout compris, vous n'êtes pas les seuls. Et donc, en fait, le vrai sujet, effectivement, du Grand Sommeil, je crois que c'est vraiment ces personnages et surtout la caractérisation. Et c'est là où Chandler, il est très, très fort. Il est très fort pour donc tout ce qui est description, certains d'entre vous l'ont noté, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est donc cette caractérisation qui me frappe parce que c'est quelque chose que j'enseigne, parce que c'est une technique qui est peu maîtrisée, peu connue, et rarement on excelle dedans. Voilà. Donc la caractérisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la capacité d'un écrivain de brosser le portrait d'un personnage et de nous le rendre visible et vivant tout de suite en quelques mots. Voilà. Donc c'est l'opposé de très longues descriptions où en fait on va donner des détails purement factuels et physiques qui finalement ne nous permettent pas de
de voir le personnage et de s'y intéresser et de s'y attacher. Donc, à l'inverse, la caractérisation, c'est en peu de mots, j'ai le personnage en face de moi, hein, j'ai même l'impression d'être le personnage, et tout prend des couleurs, en fait. Voilà, donc pour ça, il est très très fort, Chandler. Il a aussi un sens de la formule qu'on retrouve dans ses descriptions et dans les dialogues. Les dialogues, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des dialogues pour moi qui sont anthologiques. Il y a des répliques vraiment voilà, qui peuvent servir d'exemple de qu'est-ce que c'est qu'un bon dialogue. Eh bien, lisez Chandler. Tiens, je remets en vue normale. Voilà. Donc, je rejoins tout à fait Pascal sur le fait que le début est truffé de très belles phrases. Et puis ensuite, ça devient plus tortueux, hein, pour reprendre ton mot, quand on entre dans l'intrigue policière. Donc, moi, je l'ai aussi vécu comme ça. J'avoue que j'ai dû m'accrocher. Il y a eu un passage où je me disais, là, je trouve ça long. Alors, c'était peut-être aussi ma propre fatigue, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut s'accrocher, hein, pour aller jusqu'au bout. Je ne suis pas non plus fan de polar, mais voilà, je voulais que dans la sélection du club de lecture, il y en ait au moins un. Et je trouve que c'est intéressant, hein, de lire aussi des répertoires qui ne sont pas forcément les nôtres. Et c'est important, encore une fois, quand on aspire à écrire. Voilà. Je ne sais pas si vous tous qui êtes là ce soir présents, certains d'entre vous, je le sais puisque je vous ai eu dans mes ateliers, mais si vous aspirez à écrire, eh bien, c'est quand même important, je trouve, d'être un petit peu au fait de ce qui se fait, de ce qui existe, même si, encore une fois, au final, c'est pas forcément vers ce genre de littérature que vous allez, mais ça peut vraiment vous ouvrir des portes et voilà, et je trouve que il faut avoir une culture littéraire solide quand on aspire à écrire. Et aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, et donc c'est vrai que j'insiste assez souvent sur ça. Donc c'est très bien, hein, que vous ayez joué le jeu, même si à l'origine, ça vous tentait pas trop de lire un polar. Alors le personnage de Marlowe, c'est une vraie personnalité. C'est effectivement, il est campé, il est là, il a des répliques choc. Il n'est pas beaucoup fait d'intériorité pour réagir à la remarque de Jean-Baptiste. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas ces émotions, mais je ne pense pas que... comment je pourrais dire ça? C'est le propre du personnage aussi. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est... on a tous une intériorité, bien sûr. Mais lui, il est plutôt porté sur l'extériorité, de par son métier et de par ce qu'en a fait l'auteur, hein, évidemment. Mais je trouve ça intéressant, encore une fois. Il y a des auteurs qui sont plus, hein, tournés vers l'intériorité, donc ça va être une écriture avec beaucoup de monologues intérieurs, beaucoup d'introspectifs, beaucoup de décortiquage, voilà, de la moindre pensée, de la moindre réaction. Et Chandler, il n'est pas dans ça. Et donc c'est pas mal aussi, hein, de découvrir une littérature qui est plus dans l'extériorité. On avait vu aussi avec Steinbeck que c'était très extérieur, mais qu'au fond, il y avait quand même une profondeur qui passait. Donc là, je trouve que c'est aussi le cas, hein, ce personnage de Marlowe, il nous marque, même si on n'a pas accès à ses émotions. Voilà, c'est quand même un personnage auquel on s'attache. Voilà, j'ai déjà dit pas mal de choses et puis je vais peut-être vous laisser la parole. Alors, si, pour illustrer ce que je viens de dire sur la caractérisation, parce que donc, pour les personnes qui écrivent, ça peut peut-être être intéressant. Qu'est-ce que je veux dire par une caractérisation réussie chez Chandler? C'est quand il écrit, par exemple, « Ses dents blanches comme l'intérieur d'une écorce d'orange fraîche et luisante comme de la porcelaine. » C'est une caractérisation réussie parce qu'elle est inattendue.
Une caractérisation non réussie aurait été de l'ordre « cédant d'un blanc immaculé ». Vous voyez? Ça, c'est un truc qu'on a lu 1000 fois, que n'importe qui est capable de dire, mais blanche comme l'intérieur d'une écorce d'orange fraîche, il faut aller le chercher. Vous voyez? Et donc, c'est ça la marque d'un bon écrivain. C'est d'aller trouver l'image, la métaphore inédite et qui, tout de suite, nous peint un tableau. Donc, il y a ça, il y a un sourire aussi large que Wilshire Boulevard. Il avait des yeux bleus au regard aussi lointain que possible, voyez, plutôt qu'il avait les yeux bleus comme l'océan, le truc qu'on nous ressort tout le temps. Celle-là, j'adore. Il avait la voix d'un homme qui a bien dormi et qui n'a pas trop de dettes. C'est génial. Voilà, ce sont des phrases qui nous réveillent parce qu'elles sont inattendues. Et donc ça, c'est de la caractérisation réussie. Avec des cheveux brun phoque, et des yeux noirs tels des pruneaux géants. Voilà. Ce genre d'image-là, bien sûr, ça demande plus d'efforts que de sortir l'image à laquelle on s'attend toujours, mais ça permet de créer une vision différente et c'est assez rafraîchissant. Elle était plus saoule qu'un congrès d'anciens combattants. Voilà, j'en ai noté vraiment beaucoup. Et alors aussi, donc c'est vraiment ce sens de la formule qu'il a. J'ai noté comme Naïma, les morts sont plus lourds que les cœurs brisés. Ah oui, ça, cette description-là, je la trouve excellente. Rien sur sa table qu'un buvard, une garniture de bureau bon marché, son chapeau et un de ses pieds. Voilà. Et un de ses pieds. C'est le contraste avec ce qu'il y a eu avant qui fait que quand on le lit, on se dit, voilà, et tout de suite, ça nous peint une image très vive. Vous voyez? Voilà. Donc tout ça, pour moi, ça a été vraiment jubilatoire. Et puis c'est vrai qu'après, dans les 2 derniers tiers, on a moins cette écriture-là. On est plus concentré sur l'intrigue dans laquelle on s'embourbe un peu. Mais bon, si Chandler a été capable de ça dans le premier tiers, c'est qu'il est capable de le faire à n'importe quel moment. Voilà. Alors pour les dialogues, j'ai noté par exemple, comment avez-vous pu choisir cette profession ignoble, lui demande-t-elle. Et Marlowe répond, comment avez-vous pu épouser un trafiquant d'alcool? Donc vous voyez, ça c'est un dialogue réussi. Parce que ce n'est pas un dialogue linéaire, c'est-à-dire elle lui pose une question, il ne répond pas à la question, il répond en lui posant une autre question qui va créer de la tension entre les 2 personnages. Et en 2 répliques, il y a énormément de choses qui sont dites. Vous voyez? Alors qu'un écrivain moins aguerri, il va peut-être écrire 6-7 répliques et il n'y aura rien qui transparaîtra en termes de tension dramatique. Voilà. Donc voilà ce que je voulais partager. J'ai beaucoup parlé. N'hésitez pas maintenant à réagir, à poser des questions si vous en avez, pour qu'on puisse aller un peu plus loin si vous le souhaitez. Oui, Véronique. Oui. Ah, le micro fonctionne. Super. Bonsoir. Moi, je voulais dire que ce qui m'avait frappé, c'était notamment la description des visages masculins. Je trouvais ça assez impressionnant. Et puis, je rejoins ce qu'a dit Jean-Baptiste. Je partage pas mal de l'opinion qu'il a eue à propos de ce livre. Et comme tout le monde, a priori, j'étais un petit peu, troublée, entre guillemets, par l'intrigue, en fait, qui met longtemps à arriver. Voilà. Et j'ai trouvé aussi que l'écriture n'avait pas vieilli, parce que c'est pas... Donc ça aussi, c'est agréable, parce que des fois, on lit
des livres qui ont 60, 70 ans et c'est pas forcément facile. Voilà. Merci Véronique. Je suis contente qu'on ait pu t'entendre. Merci. Oui, l'écriture n'a pas vieilli, c'est pour ça que c'est un classique, hein. Les classiques sont intemporels et c'est vrai que ça a pas trop vieilli, même pas du tout. Ok. Alors, les portraits des hommes, moi j'avais noté le portrait d'une femme. Donc peut-être qu'il le fait aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est une citation un petit peu longue, si vous me permettez. C'était une femme entre deux âges, dotée d'une longue figure jaune et douce, d'un long nez, d'un menton inexistant et de grands yeux humides. Et là, la sentence tombe. Elle ressemblait à un vieux cheval qu'on aurait renvoyé au pâturage après une longue vie de labeur. Vous voyez, ça c'est aussi une caractérisation réussie, parce qu'elle commence de manière finalement assez conventionnelle, et là, le contraste avec l'image, la métaphore qu'il fait est impitoyable. Voilà. Et je n'avais pas noté d'autres extraits sur des hommes, mais certainement qu'il y en avait, oui. Est-ce que quelqu'un veut réagir? C'était quelle page? Ah, j'ai pas noté les pages, moi, parce que je lis sur liseuse. Ah, d'accord, ok. J'avais noté la même citation là, pour le vieux cheval et c'était page 31. Ah, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a... Oui, Claire-Élise? Mais en fait, moi, je suis pas tout à fait d'accord quand vous dites qu'on n'entend pas trop les sentiments de Marlowe. Je trouve que justement, chaque fois, il y a des descriptions, il parle de ce qui se passe, des faits, etc. Puis après, il y a toujours un petit mot ou une petite phrase à la fin qui dit tout, en fait, qui dit exactement comment lui il ressent la chose. Toujours généralement toujours sarcastique, je trouve. Et moi, ça m'a fait beaucoup rire, en fait. Mais je trouve que justement, on est totalement, en fait, dans lui. Enfin, en tout cas, moi, j'étais vachement dans ça. Peut-être que je me suis trompée, je sais pas, mais ouais, j'ai trouvé vraiment très, très bien écrit aussi. Moi, je dirais, enfin, je sais pas si vous serez d'accord, mais moi, il m'a fait l'impression d'une écriture très virile. C'est comme si je demandais à mon fils ou à mon mari de me raconter un film. Et en fait, au début, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de détails, de structure dans la recherche de belles phrases, mais par la suite, ça allait quand même assez vers l'essentiel. Et quelque part, ça me fait... bien sûr, il faut éviter de classer écriture virile ou pas, mais c'est l'impression que ça m'a fait, en fait. Et pour cela, c'est réussi parce que, justement, Marlowe, c'est cet homme viril donc le livre lui ressemble, en fait. Oui, c'est vrai que c'est un personnage hyper sarcastique et alors on aime ou on n'aime pas, mais dans ce registre-là, c'est très réussi. Il y a une autre réplique de dialogue que je ne peux pas m'empêcher de partager. Je ne sais plus quel personnage lui demande « T'es fauché, hein ?» Et il répond « Ça fait 2 mois que je frotte dessous l'un contre l'autre en espérant qu'ils feront des petits. » Le sens de la formule. Et c'est tout à fait l'humour de Marlowe qu'on retrouve. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres passages que vous aviez notés, vous, de votre côté? Oui, Nolwenn? Alors, j'aimerais bien en citer 2. Alors, il y en a un, c'est page 89. C'est une chose qu'on ne rencontre pas souvent dans notre milieu. Ah oui, elle lui disait il l'aimait. Marlowe répond il avait un casier judiciaire. Elle haussa les épaules et reprit d'un ton négligent. Il ne connaissait pas les gens qu'il fallait. Voilà tout ce que signifie un casier judiciaire dans ce pays pourri. Et un peu plus loin, page 91, elle croisa les jambes et alluma une cigarette. Oui, j'aime la roulette. Tous les Sternwood aiment les jeux où on perd, comme la roulette, ou épouser des gens qui se moquent d'eux, ou courir des steeplechase à 58 ans, se faire vider par un cheval vicieux et rester paralysé pour la vie.
Les Sternwood ont de l'argent. Tout ce que ça leur a rapporté, c'est des espérances. Je trouve ça vraiment excellent. Enfin, les dialogues fusent. C'est vraiment des interventions ping-pong. Oui, tout à fait. Il paraît que Chandler a écrit ce roman. C'est son premier roman. Il paraît qu'il l'a écrit en 3 mois. Voilà, on ne saura jamais réellement, mais ça expliquerait peut-être le manque de construction bien ficelée de l'intrigue. Un côté un peu improvisé, un côté un peu spontané comme ça. Mais ouais, en tout cas, une vraie plume. Est-ce qu'il y avait d'autres... Oui, Jean-Baptiste? Voilà, j'essaye de remettre le micro. Oui, c'est bon. Ouais, j'avais 2 phrases aussi que j'aimerais partager pour un petit peu montrer la subtilité avec laquelle il fait évoquer les choses aussi, l'auteur. Par exemple, dans le chapitre 6, au début, malgré la pluie, ou peut-être à cause d'elle, ça travaillait bien chez, après je sais pas comment on le dit, Geiger ou Jaeger. De très jolies voitures s'arrêtaient devant et des gens très bien entraient et ressortaient avec des paquets. Tous n'étaient pas des hommes. Et là, ça montre aussi, comme on a appris, je crois, peu de temps avant, qu'il s'occupe de revues pornographiques, qu'il loue, ou des choses comme ça. Tu comprends qu'avec la pluie, peut-être les gens s'ennuient, ont besoin de plus de divertissement ou de choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu plus de monde. Et le fait qu'il dit tous n'étaient pas des hommes, tu te dis aussi, ok, d'accord, donc il y a des femmes par extension, mais par rapport à l'époque, c'est comme s'il y avait une pudeur de dire ce genre de choses parce que c'est aussi très révélateur comme écriture. On parlait d'écriture virile où il y a quand même une image des hommes et une image des femmes qui est très liée à l'époque, à la culture et à comment les uns doivent être, comment les autres doivent être. Et c'est vrai que dans le bouquin, les femmes sont, je dirais, souvent moins profondes. Elles sont peut-être un petit peu plus superficielles ou un petit peu plus... elles sont pas là pour travailler, elles sont pas là pour faire des trucs, à moins d'être dans le... de- je parle des femmes de la haute société, notamment, puisque c'est les 2 personnages principaux féminins en font partie, les 2 filles du docteur Sternwood. Et en fait, je sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est vrai, voilà, les femmes ont comme pas vraiment accès à une réflexion plus profonde ou accès au monde des hommes. C'est pas elles qui font les actions ou les choses, c'est elles qui font un peu le désordre et elles sont à la merci de Mars ou etc. Quand je crois que c'est Agnès qui risque de se faire trucider parce qu'elle connaît des informations, etc. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, je pense que c'est très marqué par l'époque et la culture. Et il y a une autre citation que je trouvais assez intéressante aussi. Tu parlais des dialogues et des remarques un petit peu rebondissantes, où il dit à un moment, Brody continuait à me viser. Si jamais il sait où vous étiez la nuit dernière pendant l'orage, il vous nettoiera comme un faussaire nettoie un chèque. Qu'est-ce que je représenterais pour Eddie Mars demanda froidement Brody. Mais il reposa le revolver sur son genou. Pas même un souvenir, dis-je. Et là, c'est le genre de truc aussi où je trouve ça sympa parce que tu es là, qu'est-ce qui va se passer? Puis l'autre, bah, tu représentes rien, en fait. Il te liquiderait sans même un regard en arrière ou un remords, quoi. Donc voilà. Ouais. J'en avais noté d'autres, mais je pense que là, ça suffit. Merci Jean-Baptiste. Ouais, pour la place des femmes, moi j'ai plutôt senti que les 2 filles Sternwood étaient quand même assez présentes, assez actives en termes de rôle et de tempérament. J'ai
pas trouvé qu'elles étaient relayées voilà, au second plan. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, les autres, à ce niveau-là. Bon, Oui, elles sont quand même, enfin, de comment moi je l'ai perçue, elles sont quand même perçues comme un peu, je sais pas, nymphomanes, un peu droguées sur les bords, un peu, enfin, je veux dire, c'est pas joli, joli quand même, hein, comme image, hein. non, non, C'est non, vrai. mais Pas dire qu'elles n'avaient pas de place et qu'elles n'avaient pas de... Parce qu'elles sont quand même centrales dans l'intrigue ou dans les rapports entre les personnages. Mais par contre, elles ont quand même une place de femmes. Effectivement. Elles sont vues d'une oui, certaine c'est manière. intéressant. Il y a quand même un regard où les hommes et les femmes sont très différents. Et les femmes sont plus un peu peut-être légères ou Moi, parfois, il me donne. Je trouvais que il décrivait les femmes, donc les deux Sternwood, par exemple, qui étaient bien impliquées dans l'intrigue et tout. Elles étaient bien caractérisées, mais quelque part, à un moment donné, il va les faire revenir à cette image de femme-objet ou de femme. Il revient toujours sur ce point, ou alors il va commencer par... Donc ça tourne quand même, toujours il encadre les femmes à ce niveau-là. C'est comme s'il dessinait des limites aux femmes. C'était l'impression que ça me donnait. Oui, Nolwenn, tu voulais aussi intervenir? Oui, par moments, certaines descriptions ou réflexions m'ont paru misogynes, mais je me suis dit que d'une part, c'était, comme le disait Jean-Baptiste, c'était le reflet de l'époque, hein, pour un bouquin qui a été écrit en 1939, et d'autre part, on ne peut pas forcément déduire que c'est la vision de l'auteur, mais en tout cas, c'est la manière dont Marlowe a pu voir ces femmes-là. Et si on se concentre sur l'auteur, je trouve que quand même il a fait quelques personnages féminins assez forts, assez emblématiques, comme le personnage de Viviane, qui malgré tout m'a l'air de mener sa barque, même si peut-être qu'elle se fait un peu entuber par Eddie, etc. On sent que malgré tout, elle-même, elle manipule, donc que quelque part, elle tire les ficelles. Et bon, bah, peut-être que c'est un peu pareil pour Agnès, même si Agnès est plus en retrait par moment, on voit qu'elle n'intervient pas, et que l'action est surtout le fait des hommes. Donc en fait, je suis âgée, mais je me dis que c'est vraiment le reflet de l'époque. Oui, et puis moi j'ai envie de dire que personne n'a le beau rôle hein, dans ce livre. Même les hommes sont le portrait qu'on en fait. Voilà. Donc finalement, moi ça m'a pas marqué plus que ça. Dans l'ensemble, j'ai trouvé que ce qu'il dépeignait de Chandler, c'est que ils sont tous pourris, quoi. Hommes et femmes, chacun y va de ses propres intérêts. Et voilà. C'est intéressant comment on ressent les choses différemment. Par rapport à un même texte à ce niveau-là aussi. Est-ce qu'il y avait d'autres partages, interventions, réactions, commentaires? Non? Peut-être qu'en écrivant comme ça, ça rend aussi le personnage de détective plus crédible, hein, parce que quand on va comparer à des policiers, c'est quand même dans la littérature, il y a pas mal de livres où l'image, justement, cette image plus ou moins macho, hein, donc moi, ça ne me choque pas, je trouve que ça colle avec le personnage. Sans dire qu'il est macho, mais en disant ce soupçon de misogynie par endroit. Donc pour moi, ça rend plutôt le personnage crédible.
à la fois dans son époque et à la fois dans son métier. Oui, Nolwenn? Oui, tu disais tout à l'heure, Christine, que finalement, les hommes comme les femmes étaient des personnages détestables. Et j'avais noté une citation qui est page 99, où Marlowe dit « Au diable les Richards, ils me rendent malade ». Donc finalement, il incrimine aussi bien les hommes que les femmes. Et il dépeint une certaine hypocrisie d'un milieu qui est plutôt aisé et qui fait ses combines, y compris avec la police, et arrive à s'en sortir, alors qu'à un moment donné, il fait même la comparaison avec un jeune qui a été accusé d'un larcin ridicule. Et il dit, lui, il va être emprisonné alors qu'on va laisser filer quelqu'un qui a les bonnes relations dans la police. Ouais, moi je crois que en fait, il dépeint une vraie décadence, quoi. Et tout le monde est concerné par, voilà, ce côté où va l'humanité, déjà à l'époque. Oui, Naïma? Moi, la phrase justement, tu viens de dire que les Richards dégoûtent, ça me fait penser aussi au fait que ce sont quand même majoritairement les hommes qui gagnent leur vie, enfin, qui sont la source de l'argent dans ce roman. Et parce que les deux filles Sternwood, elles vivent au crochet de leur père. Donc, donc, pour moi, quand il dit les Richards me dégoûtent, je ne me rappelle plus de la phrase exactement, ça resterait quand même plutôt réservé à la gente masculine. Qui travaille, il y a la Agnès qui travaille au niveau dans le roman, quoi. Mais sinon, les autres femmes, aucune ne gagne sa propre vie. Oui, d'autres interventions, peut-être une dernière avant qu'on conclue. Je veux bien, oui, Jean-Baptiste. J'ai trouvé ça intéressant de voir aussi que le personnage féminin auquel il repense à la fin, c'était la femme d'Eddie Mars, qu'il a vue pas beaucoup en fait, il l'a juste croisée, peut-être dans un moment aussi intense pour lui, parce que il était quand même prisonnier à ce moment-là. Mais c'était assez marrant parce que c'est celle-là qui l'a touché, c'est celle-là qui semblerait avoir envie de revoir. Oui. Oui. Donc, à relire ou à essayer de finir, de lire, voilà, en fonction de vos envies, de ce qui a été dit ce soir. Mais en tout cas, je suis contente que ce soit au moins une découverte intéressante, voire réjouissante pour certains d'entre vous. Alors, pour le mois prochain, je voulais absolument, dans la sélection, avoir aussi un auteur russe. Ça n'a pas été facile. J'avais déjà tenté cet été Solzhenitsyn, et puis finalement, je m'étais dit non, c'est trop difficile à lire. Moi, c'est pas du tout mon domaine, la littérature russe. Certains d'entre vous le savent, moi, je suis une spécialiste en fait de la littérature américaine. Mais voilà, j'ai fini par trouver. Donc, je vous propose un roman très court de Tolstoï. Donc, Tolstoï, on le connaît pour Anna Karénine et Guerre et Paix, qui ne sont pas des romans courts, n'est-ce pas, mais plutôt des pavés. Et donc, en fait, il a aussi écrit des romans courts, dont La sonate à Kreutzer. Comme c'est une œuvre qui date du 19e siècle, elle est tombée dans le domaine public, donc je serai en mesure de vous envoyer le PDF. Donc Naïma n'aura pas de problème d'envoi de livre. Voilà, donc vous pouvez vous-même le trouver assez facilement. C'est un roman très court, 30 000 mots. Voilà, donc le Grand Sommeil que vous venez de dire, je crois que c'est 70 000 mots.
Donc, c'est moins de la moitié. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà lu du Tolstoï? Non? Ben voilà, c'est une bonne occasion, justement, parce que je sais que ça fait peur, Guerre et paix, Anna Karénine, c'est des monuments, mais donc je trouvais que c'était pas mal d'entrer dans l'univers de Tolstoï par un autre roman qui est moins connu. Oui, Naïma a levé la main. J'avais lu dans ma jeunesse Anna Karénine. Oui. J'avais adoré, effectivement. Donc, j'espère que ce roman vous donnera envie de découvrir aussi l'univers de Tolstoï. Donc, je vais vous envoyer ça. Et donc, on se retrouvera le premier jeudi du mois de novembre, c'est-à-dire le 2 novembre, à la même heure. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non, c'est clair? Bon. En tout cas, je suis contente qu'on ait été au final assez nombreux, hein, avec des nouvelles personnes. J'espère que les nouveaux, ça vous a plu, qu'on vous retrouvera. Voilà, et puis merci aux fidèles hein, d'être là. On approche déjà de la fin de l'année, enfin j'anticipe un petit peu, et donc je réfléchis à la programmation pour 2024 du club de lecture qui continuera avec plaisir. Voilà, merci à tous pour votre participation. Au revoir. Bonne lecture. Merci, Et à bientôt. Et au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.